le temps que les gens se rendent compte que, en fait, j'avais raison, bon, le temps avait fait. Mais il y a une phrase qu'il m'avait dite parce que, en étant avec lui, on se rend pas compte, en fait. Comme professionnellement, c'était difficile. Donc, je voulais réussir une vie de couple. Parce qu'on se dit, il faut que je réussisse au moins quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que quand il riait, je riais. Quand il était mal, vous voyez un peu. Mais on ne se rend pas compte. Pourtant, j'ai de la personnalité. Hein. Mais je voulais tellement que ça marche. Donc, si lui, il boude, ben, moi, je suis là. Je regarde. J'attends qu'il ne boude plus. S'il rit, je ris. Ouais, j'ai vécu comme ça. Mais en fait, honnêtement, je n'allais jamais partir si lui s'était pas barré, en fait. Parce que, bah oui, je n'allais jamais partir. Parce qu'il fallait rester marié, ce que vous dites, Aminata. Bah, j'ai déjà dépassé la trentaine. Bon, ben, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, qu'est-ce qu'on va dire? Le fameux qu'est-ce qu'on va dire? Et tout ça. Et puis, quand ça va pas, vous appelez même la famille. Ils vous disent, oh, c'est comme ça les hommes. Bon. Nous, on a supporté, donc il faut supporter. Bon, bref. Il faut prier, il va changer. Bon, seulement, c'est que plus tu pries, plus il s'empire. Bon, c'est compliqué. Donc, et puis bon, il s'est barré avec une autre femme d'ailleurs. Donc, sur le coup, ça fait très mal parce que tu as l'impression que tu as fait tous les efforts, mais bon, tu n'es pas récompensé. Mais à l'époque, il m'avait sorti une phrase assez méprisante sur ma carrière en me disant, bon, ben, ouf, écoute, je suis juriste, tu n'es même pas capable de te trouver un poste. Du style, t'es minable, quoi. En fait, il s'était servi d'un moment, d'un fait de ma vie où j'avais du mal à trouver un poste pour en faire quelque chose de méprisable. Et je me suis dit, ben, si avec un homme comme ça, je donné de l'argent, je lui ai donné du temps, de machin, un enfant aussi, une vie. Mais il se sert d'un point faible de ma vie par mépris. Mais ça m'avait tellement boosté, tellement fait mal, que je ne sais pas, ça a été le déclencheur, en fait. Mais quelque part, il m'a rendu service en m'humiliant. Parce que là, soit en fait, on t'enfonce totalement, soit on t'élève. Non, ça dépend en fait. Et là, cet homme, depuis notre séparation, et sans prétention aucune, le mec, il ne peut plus me regarder dans les yeux. Parce que le bon que j'ai fait depuis qu'il est sorti de ma vie, donc entre la femme que j'étais et là, ouf, il y a tellement une marge que lui-même, il ne comprend plus. Il ne comprend, et moi-même, je ne comprends pas en fait. Et je me rends compte que même m'asseoir là devant vous, à 17h28, si j'étais mariée encore avec lui, je ne serais pas assise là. Non. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est... Donc, souvent, j'ai interrogé 30 femmes. Je ne vais pas mettre 30 femmes dans le livre. J'en ai pris 10. C'est-à-dire une par chapitre. Parce que je leur laisse la parole. J'ai une page qui sera consacrée aussi aux familles des victimes parce qu'elles ne sont plus là pour témoigner. Bon, tout le monde voit le cas de Jonathan Darval, bon, tout le monde a vu ça ici en France. Elles ne sont plus là pour témoigner. Et le pire, c'est qu'il y a un monsieur en France, vous qui êtes en Belgique, qui tue sa femme, la joggeuse. Et en fait, il ne prend pas la réclusion. Parce que la réclusion criminelle en France, c'est 30 ans. Il prend 25 ans, donc 5 ans moins. Soi-disant parce que ses avocats avaient quand même réussi à mettre dans la tête des gens qu'elle n'était pas aussi parfaite que ça. Elle avait un amant, elle avait ceci, cela. Donc même le cadavre est jugé. Vous voyez? Même le cadavre est jugé. Il y a un chapitre sur les mères. Les mamans africaines, on fait de la prévention aux filles, mais on n'éduque pas les enfants, les garçons. On ne s'en rend pas compte, mais ce n'est pas seulement africain. Moi, je parle africain parce que je suis africaine, mais les européennes aussi. Ça se rend compte. Les garçons sont élevés différemment des femmes. En Afrique, c'est encore pire. Parce que la fille doit savoir cuisiner, doit savoir faire à manger, doit savoir nettoyer parce qu'elle est appelée à se marier. Même si elle fait des études, forcément, si elle n'est pas mariée, elle n'a pas réussi sa vie. C'est clair.
Donc, il y a un chapitre dessus. Pour dire aussi que, je ne dis pas que les mamans ont toute la responsabilité du monde, mais on le fait inconsciemment. On le fait inconsciemment. Mais Aminata, je veux vous rassurer, hein, pour ma mère a quand même eu 3 garçons, 2 filles. C'est vrai que ce sont les filles qui s'occupent de leurs parents avant parce qu'on a le cœur pour ça. Mais les garçons aiment leur mère. Les garçons aiment beaucoup leur mère. Ils ont 22 ans, ils sont jeunes. Un jour, peut-être que, là, peut-être, mais laissez le temps passer, que Dieu nous donne la longévité. Vous allez voir votre garçon de 22 ans, là, revenir vers vous. Ils aiment beaucoup leur mère. Seulement, c'est qu'ils sont des mecs, quoi. Voilà, je ne sais pas comment, ce sont des mecs, voilà, ils veulent jouer les mecs. Mais tous mes frères, ce sont les filles même d'ailleurs qui s'émancipent vite. Hein. Les femmes ont part. Les garçons, ils restent. Vous allez voir vos garçons, là, ils vont prendre des maisons autour de vous. Leurs copines vont traîner chez vous. Vous n'allez pas vous en débarrasser comme ça, hein, ceux-là. C'est les filles, c'est votre fille là qui va partir. Hein. Donc, il reviendra vers vous avec beaucoup de regrets. Il reviendra vers vous avec beaucoup de regrets. C'est juste une bonne période difficile. Mais il reviendra vers vous parce que j'ai vu mes frères. Peut-être pas toucher ma mère, certes, mais faire aussi leurs bonnes bêtises. Mais je peux vous dire que c'est moi qui suis partie de la maison à 17 ans. Et eux, ils sont vieux, hein, ils ont 40 ans, ils ont machin. Ils ont toutes pris des femmes et ils vivent à côté de leur mère. Et tous les soirs, ils sont fourrés chez elles. Et elles cuisinent encore pour eux. Et elle est contente en plus de faire des choses comme ça en plus. Voilà. Parce qu'en fait, ils aiment beaucoup leur maman. C'est juste que, bon, à un certain âge, ils ne peuvent plus faire certaines choses que les filles font. C'est tout. Voilà. Donc, rassurez-vous, ça, je peux, pour voir mes frères, je peux vous dire que vous êtes une femme très forte de ce que j'entends en 30, 40 minutes. Pas plus de culpabilité que ça. Mais il reviendra vers vous. Vous allez voir. Même plus tôt même que vous semblez le croire. Plutôt. Plutôt. Et vous aurez du mal à vous débarrasser. Parce que quand ils vont chialer, vous allez le reprendre encore à la maison. Vous allez voir. Il a dit, ah, il y avait la dame, Madame Babli, qui a dit ça. Ah, si. Oh, il va se mettre à pleurer. Maman, vous allez voir ça. Vous allez dire, ben, dites donc, parce que cela, vous savez, quand une fille pleure, mais quand un homme pleure, vous voyez ce que ça fait. Hein? Voilà. Donc, même si c'est son enfant, vous allez voir. Maman, je veux revenir à la maison. Maman, je suis désolée. Vous allez voir ça. Et il le fera. Donc, en soi, ces femmes-là, après, chacune a son histoire. Mais quand vous regardez comment ça se passe, c'est toujours pareil. Le diable ne montre pas qu'il est le diable. Au début, c'est très charmant. Après, il y a le premier coup. Et puis après, la spirale, comme toujours, l'emprise qu'on a du mal à déterminer. Et certains, j'ai des femmes, bon, il y a des femmes où l'homme, pour les réveiller, faisait pipi sur elles. Voilà, le mec, il vient, excusez-moi, il sort sa queue, il pisse sur elle. Parce que, justement, elle ne s'est pas réveillée pour lui servir à manger. Souvent, j'entends des histoires et puis je suis assise et puis je dis, bon, ben, j'ai envie de te poser la question la plus idiote, mais un mec qui pisse sur toi quand tu as des enfants, mais ma chérie, casse-toi. Mais on a du mal à comprendre cette emprise, on a du mal. Il y a des histoires où j'ai arrêté d'écrire et puis bon, j'étais comme ça, hein, j'écoute. Souvent, je me dis, bon, elles en font pas un peu trop. Parce que pour moi, on reste pas dans ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais certaines ont eu un déclic. J'ai eu 3 que j'ai suivies. Elles sont reparties. Moi, je l'ai pris personnellement comme un échec. Bon, mais elles sont reparties. Je dis, bon, est-ce il finira par les tuer de toute façon? Parce que moi, quand c'est le mec qui gère ton argent, c'est le mec qui gère tes allocations, et que tu es une maman de 3 enfants et tu vas lui demander, donne-moi de l'argent pour me faire les cheveux, et que le mec, il te tire devant tes enfants au milieu, il te rase la tête à la tondeuse, pour dire comme ça, tu n'as plus besoin de te tresser, et tu oses m'appeler après, on a tout fait pour que tu trouves quelque part, tu oses m'appeler pour me dire, oui, il m'a demandé pardon, peut-être qu'on a 3 enfants. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, on a des cas où on se dit, bon, ben, c'est un échec. C'est un échec.
une de mes étudiantes, je l'ai eue 3e année, 4e année, 5e année. Elle n'avait jamais dit qu'on la battait. C'est vrai que même on était porté des trucs très longs, des manches longues. Bon, on n'a jamais capté parce qu'elle était joviale. Et un jour, elle s'est confiée à moi. Je lui ai dit, bon, écoute, tu es en train de finir tes études. Ce mec-là, lâche l'affaire. Il va te frapper, il ne changera pas. Bon, je sentais qu'elle était encore dedans, il fallait. Donc, elle est partie. Elle a réussi à partir, un peu fière, madame, je suis partie et tout ça. J'ai dit, OK. J'étais contente. J'ai suivi, mais bon, il y a d'autres cas qui viennent. Souvent, on m'appelle à 1h du matin. Il y a une qui m'appelle à 1h du matin. Son mari est passé par la fenêtre, il voulait la poignarder. Il y a des cas comme ça. Et j'ai lâché l'affaire. Et puis un jour, dans la honte, elle m'appelle. Pendant le confinement, justement, on est au mois d'avril. Et elle m'appelle pour me dire, madame, mon mec m'a battu. Je dis, mais quel mec? Elle me dit, je dis, comment il t'a attrapé? Pour moi, il avait attendu quelque part parce qu'il y a aussi ces cas-là. Elle dit, non, en fait, la fausse excuse. Non, en fait, il m'avait donné rendez-vous parce que moi, je ne voulais pas lâcher, j'avais des affaires encore et je lui ai demandé de me rendre les affaires qu'il avait prises, ça m'appartenait. Je lui ai dit, de quelle affaire tu parles? Oui, il avait pris mon iPhone. C'est quoi, il a dit? Sa tablette. Enfin, je lui ai dit, attends, le mec t'a rossé pendant 6 ans. Il prend une tablette que tu as achetée à 150 € et tu es reparti le voir pour cette tablette, soi-disant. Elle dit oui. Vous savez ce qu'il a fait? Guet-apens. Il a tiré dans le local poubelle. Il a tellement frappé et après, il l'a soulevé, il l'a jeté dans la poubelle. Et il a fermé. C'est-à-dire, heureusement qu'elle n'était pas totalement évanouie, elle est restée un moment inconsciente et puis elle est sortie de la poubelle. Donc, imaginez-vous, si elle restait évanouie dans cette poubelle nauséabonde. Je lui ai dit, mais je dis, pas à moi. T'es jeune. Moi, j'entends beaucoup de femmes. Moi, j'en ai 43, ma chérie. Je sais que tu es encore amoureuse de lui. Donc, tu es partie. Tu essayais de repartir vers lui. C'est juste que lui, il voulait te faire du mal. Donc, peut-être que ça sera ça ton déclic. Parce que tout ce qu'elle répétait, il m'a jeté dans la poubelle. Je dis, parce que pour lui, c'est ce que tu veux. Peut-être en disant des mots comme ça fort, ça choque. J'ai dit, mais c'est ce que tu veux. Voilà. Donc, j'ai plein de cas comme ça. Je ne peux pas raconter tout parce que sinon, ça ferait tome 1, tome 2, tome 3 et puis on n'en finirait pas. Voilà. Mais je sélectionne 10 et votre parcours, moi, m'intéresse parce qu'il y a tellement une force de caractère derrière. Tellement une force de caractère derrière. Elles ne sont pas toutes pareilles, Aminata. Madame, c'est Amina, c'est ça, Amina. Il y en a d'autres qui sont détruites. Détruites. Il y en a une même, il y en a une d'autres, mais rien qu'entendre la voix du monsieur, ils ont des dents qui claquent. Ça perd les cheveux. Tu as l'impression que ce sont des enfants à qui il faut tout réapprendre, comme le ABCD. C'est une spirale sans fin. Mais voilà. Comme j'ai grandi très jeune dans la violence, en fait, c'est un instinct de survie constant. Voilà. Donc, il faut se lever, il faut avancer, il faut se lever, il faut avancer. Mais pour rebondir sur le fait que vous disiez par rapport à la façon dont on élève nos garçons, dernièrement, ma petite fille a eu un échange avec son papa et j'étais très fière de l'entendre. Elle disait à son papa qu'elle voulait une voiture. Et il lui a dit que c'est pour les garçons. À côté d'une maman qui se bat contre tout ce genre de choses. Et bien voilà. Je suis restée et ma fille lui a dit non, c'est pas pour les garçons. Il dit les poupées, c'est pour qui? Elle lui a dit c'est pour les filles et les garçons. Voilà. Elle a 7 ans. Donc, je pense que si on leur apprend directement qu'il n'y a pas de jouets pour les filles ou pour les garçons, qu'on leur apprend qu'une fille a autant de droits qu'un garçon, finalement, ça va très tôt quand c'est dans la tête. Oui, mais c'est ça. Mais à 7 ans, on peut encore le faire parce qu'après, c'est... Voilà. Plus tard, après, ça sera dur. Plus tard, c'est autre chose. Mais bon, tout vient de la femme. Malheureusement, ça retombe toujours sur les femmes. Et oui, bon, on se dit que c'est nous, mais sinon...
C'est à nous, quelque part, en tout cas, de donner le message. Même fatigué, il faut donner le message parce que ça sauve des vies. J'aimerais pas un jour qu'on vienne me dire que mon fils a eu à tuer une femme ou à taper une femme. Ça me ferait vraiment mal parce que je me dirais que j'ai pas su faire mon travail de maman ou que ma fille soit dans une relation toxique au point où elle reçoit des psychologiques ou physiques, peu importe le type de violence. Mais voilà, il faut vraiment les alerter. Ça commence par la jeunesse, mais comme on a eu à le spécifier, pas trop tôt non plus. Il y a un calendrier aussi chez les enfants. Il faut pas aller trop vite, mais il faut attendre quand même il y a des étapes, il y a des choses qu'ils doivent connaître avant de rentrer dans cette spirale, parce que malheureusement, les médias, l'accès au digital pour les petits fait qu'ils vont regarder aussi des choses. Et voilà, il faudrait, ils n'ont pas cet esprit encore de discernation pour pouvoir à temps faire la différence entre le bien et le mal. Mais c'est tout un travail et c'est des stratégies qu'on doit mettre en commun, que ce soit en Europe ou en Afrique. Et ce que je dis, c'est vrai que on ne peut pas défendre la cause de la violence pour la femme africaine comme celle de la femme européenne, parce que en Afrique, elle a aussi des fois un autre, même si le fond est le même, mais en Afrique, quand la femme est utilisée comme arme de guerre, c'est aussi pour faire chuter l'économie d'un pays, parce que c'est la femme qui monte au créneau. Quand on est en Europe, on tape, on tue. Point. Il n'y a pas cette histoire de se dire que oui, il y aura moins de femmes qui vont aller travailler. Non, c'est totalement différent. Mais ce qu'il faut faire, c'est que les femmes doivent être opérationnelles, mais à l'international. Il y a des codes à respecter, c'est comme le droit. Le droit est le droit international. Enfin, voilà, je suis pas juriste, mais je veux dire que voilà, le droit s'applique partout d'une façon différente, mais il y a quand même des bases qui sont internationales et universelles. Et donc voilà, le combat des femmes doit être universel, mais doit être traité à sa façon par rapport où il est, que ce soit en Afrique, que ce soit, je sais pas, en Chine, que ce soit en Europe, et voilà. Et les femmes doivent se tenir la main et ne pas rentrer dans quand bien même on a une femme en face de soi qui est en train de nous expliquer une problématique, ne pas tomber même si on l'a au fond du cœur, mais ne pas tomber dans le jugement directement. Plutôt, voilà, on doit discerner, hein, quelqu'un qui extrapole mais bon, il y a une souffrance quand même. Il y a quand même eu des coups, donc il y a quand même un malaise. Et ça, je pense que les personnes qui accompagnent, qu'elles aient eu ou pas à subir des violences, doivent faire preuve de plus d'empathie envers ces traumatismes. Parce que la violence psychologique, elle est invisible. On le fait bêtement quand on dit à un garçon, ne pleure pas, t'es un homme. Ouais, c'est ça. Mais on le fait, je le fais moi-même, hein, je l'ai dit à tous mes garçons. Mais voilà, c'est quelque chose qui, des fois, si on n'a pas un mental fort, ça résonne dans la tête d'un garçon et ça veut dire qu'il ne doit jamais baisser les bras, c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir mal au cœur, c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir de sentiments. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on les conditionne. Donc, bon voilà, c'est ce que j'avais. Mais mais finalement, on a fait nos petits trucs à nous, alors. Voilà. Mais pour ceux qui sont connectés, en fait, bon, l'événement n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y a eu des petits gros soucis techniques. Le lien envoyé n'a pas fonctionné à la dernière minute, donc il a fallu trouver un autre lien. Donc le temps de balancer, c'était trop tard. Donc beaucoup de personnes ayant l'ancien lien, bon, essayaient sûrement de se connecter, puis ça n'a pas marché. Donc bon, ils ont lâché l'affaire. C'est un peu dommage parce que déjà la conversation avec Amina, rien que ça en valait le détour. Mais après, quand tu vois beaucoup de choses, ce qui est fait est fait. J'espère qu'on aura l'opportunité de toute façon de remettre ça selon les disponibilités. Là, ça sera difficile, c'est vrai, mais bon. Si on peut trouver même un créneau, c'est-à-dire la personne peut passer juste 1 heure, elle fait sa présentation et puis elle part, elle n'est pas obligée de rester toute la séance en fait. Donc comme ça, on essaiera de trouver des créneaux comme ça pour pouvoir le faire parce que c'est un sujet dont il faut rabâcher énormément. Vous savez, Amina, nous on est en Europe encore, déjà c'est difficile parce qu'il y a quand même quelques règles. Mais pour celles qui sont en Afrique, c'est la c'est la catastrophe. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire.
Je suis appelée par des femmes aussi de la Guinée un peu, Sénégal. Ouh là 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 là. Quand le fait se mélange au fait culturel et religieux, c'est encore une autre dimension de cette lutte. C'est encore une autre dimension de cette lutte. Donc, quand vous arrivez là-bas, on vous traite de féministe. Oh là là, les injures que je reçois. La dernière injure que j'ai reçue, c'est quoi? Vieille femme périmée. Bon. Voilà. Non, non, non. On vous insulte. Bon, vous voyez. Bon. Il y a tout ça. Et le pire, c'est que les plus virulentes sont des femmes elles-mêmes. Le plus grand défi de la femme, c'est la femme. Hein. Elles sont virulentes. Vous n'avez pas de foyer, vous voulez foutre en l'air nos foyers. Donc, ça va encore dans une autre dimension. Je me pose même la question, là, je fais un truc général, mais si je ne vais pas faire un truc spécifiquement sur la femme africaine de là-bas, parce que c'est-à-dire, c'est un autre monde, en fait, de cette lutte-là. C'est un autre monde. Parce que je vous dis, quand le fait religieux rentre dedans, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut rabâcher encore et encore. Et nous, on est aussi un peu de la bonne génération parce qu'on a les réseaux, on a ceci, mais je m'assure celle des années 50, machin, qui t'écoutait quand tu t'es frappé. Voilà, qui t'écoutait. Nos grands-mères, là, les hommes idéalisent. Oui, mais nos grands-mères restaient dans les mariages et faisaient ceci. Je leur ai dit, mais avez-vous parlé à votre grand-mère, vous a dit qu'elle était heureuse? Elle n'avait pas beaucoup de choix. Parce qu'à l'école, c'est ce que je lui ai dit une fois dans une émission, j'ai choqué un comme ça. Oui, mais vous êtes là, vous êtes des féministes, vous prenez les trucs des blancs pour nous ramener ces trucs, vous êtes bref. Et parce que nos mamies, elles étaient là, elles ont fait 50 ans de couple, elles ne sont pas parties. J'ai dit, tu as parlé à ta mamie? Elle t'a dit qu'elle était heureuse? Oui, mais elle est restée. J'ai dit, mais c'est pas parce qu'on reste qu'on est heureux. La femme a toujours porté ce poids du sacrifice, de rester pour les enfants. Parce qu'à l'époque, même encore pire, quand tu partais, à l'époque, on donnait les enfants à l'homme. La femme ne partait pas à l'époque avec les enfants. La loi était pour les hommes. Donc, c'est l'homme qui gardait les enfants. Et il se remariait 2 jours après. Et la nouvelle femme n'était pas... Si il y a les titres dans les comptes de marâtre, c'est pas pour rien. La nouvelle femme n'était pas très gentille avec les gosses. Oui. En Guinée, c'est toujours d'actualité. Ah oui. Hein. Les enfants n'étaient pas très gentils. C'est comme ça. Quand moi, mes parents se sont séparés, je suis restée avec mon père. Même si la femme travaille, on donnait. C'est maintenant qu'on donne les enfants aux femmes. Avant, c'était l'homme qui prenait les enfants. Donc, et puis, à l'époque, les femmes n'avaient pas le choix de travailler comme nous. Beaucoup étaient dépendantes de leur mari, qui s'occupaient d'elles, qui s'occupaient de leur famille, qui s'occupaient de leurs frères, qui les scolarisaient, qui faisaient tout. Donc, bon, tu restais parce que par complaisance. Elles vous ont dit qu'elles étaient heureuses? Posez-leur la question. J'ai eu l'opportunité de parler à mes 2 grands-mères. Combien de fois ma grand-mère a dit, quand j'allais au marché, j'avais envie de ne plus jamais revenir. Mais je pensais à mes enfants, je rentrais. Mais elles ont subi. C'est parce que nous, aujourd'hui, on a plus d'opportunités. On peut travailler, on peut avoir une maison, c'est tout. Voilà la différence. Mais elles n'étaient pas plus heureuses que ça. Ce que je vous dis, monsieur, c'est que ce n'est pas normal de taper une femme. Ça, personne ne pourra me dire que c'est normal. Ce n'est pas normal. Alors, le débat était chaud parce que j'étais seule, entourée de mecs, mais très virulents. Et puis, c'était un débat sur la Guinée, avec des Guinéens. Donc, vous voyez, ils m'ont sorti des passages du Coran. Ah, ça chauffait ce jour-là. Hein. Les gens m'ont appelé avant, mais pour dire, mais madame, mais vous êtes une femme forte. Hein? J'ai dit non. Mais même moi, je transpirais. Je jouais les fortes comme ça. Ça s'était passé quand? C'était pendant le confinement, puisque c'était c'était en mai, juin, quelque chose comme ça. Mais je souffrais tellement, j'ai failli enlever la perruque même devant les gens parce que j'ai dit, mais c'est quelle... Mais ils m'ont... Mais j'ai dit, oh là, c'était dur. Hein? Mais je suis restée, je leur ai dit, cette lutte n'est pas contre les hommes. Ouais. Où je suis là,
je veux me remarier. D'accord? Ce n'est pas contre les hommes. C'est contre l'attitude. D'accord? C'est l'attitude de certains. Vous n'accepterez pas qu'on fasse ça à vos enfants, donc n'acceptez pas ça. Ce n'est pas normal de prendre du fil de courant pour frapper sa femme. C'est votre femme. Et quand vous finissez de la frapper jusqu'à la défigurer, le soir, vous venez la coucher. J'étais obligé d'être vulgaire comme ça. Le soir, vous venez la coucher. Et le gars m'a répondu, mais c'est normal, c'est son devoir. Non. Mais ça, je vous dis, c'est triste. C'est... Oui. Je dis les messages que je recevais. Oh là là. Les insultes, je suppose. Les insultes. Mais bien sûr. Les insultes, je dis, ce n'est pas. Écoutez, la femme est soumise. Cette notion de soumission, elle veut dire quoi? La femme n'est pas. Vous savez, la femme demande juste de l'amour. Hein. Vous l'aimez? Surtout quand une femme est amoureuse, on est tellement bête. Désolée. Nous sommes tellement bêtes. Je confirme. Maman, c'est dommage que je n'ai pas pu assister à votre... Mais j'en fais, bon, là, je me suis un peu calmée je participe au live des autres, j'écoute, par exemple, quand je vais voir le prochain de Empowering, je vais écouter, j'écoute un peu les autres parce que là, je me suis focalisé un peu sur l'écriture, mais j'en faisais énormément à un moment. Et tout ça. Donc, c'est justement même pour ça que vous qui vivez en Belgique, on m'a nominé pour le African Lion Award là. Ok. Donc, ah oui, j'ai gagné l'année passée dans mon projet d'aide aux mamans isolées. Pardon? J'ai gagné l'année. Ah ben voilà. Donc cette année, c'est moi qui, enfin là, je suis nominée. Donc, et tout. Mais j'en ai fait énormément, mais ça m'avait... Des fois, m'écrivaient une box. Ah, Madame Ounou est connectée. Le micro. Ah, il faut qu'elle allume son micro. Le micro. Micro. Le micro. Non. Voilà, votre micro. Le micro. Je vais lui envoyer un petit message. D'accord. Comme ça, pour qu'elle allume son micro. Non, mais c'est vrai que quand on voit les comportements, comme le récit que vous venez de nous conter, avec Empowering, on a décidé avec la ministre Gonendoy de faire un travail sur l'expertise du continent africain sur les violences faites aux femmes. Parce que c'est ça le problème, c'est que, voilà, là où on se situe, la violence peut prendre une ampleur pour sauver la victime très grande. Et on est souvent désarmé devant tout ça. On n'arrive pas en terrain conquis en Guinée, comme on peut arriver au Sénégal, quand on va arriver en RDC. La violence est toujours tout autre, avec des dimensions tout autres. Et aujourd'hui, elle atteint les bébés. Oui, c'est ça. Voilà, c'est vraiment, il faut vraiment travailler à cette expertise et contribuer avec les femmes de tous les pays, qu'elles viennent expliquer. Elles n'ont pas autant de courage que nous. Elles n'ont pas autant de courage que nous. Une femme, même en couple, déjà même, il y a des femmes qui ne savaient pas que, par exemple, quand vous dites non à votre mari dans le couple et qui vous force à avoir des rapports, c'est un viol. Ces termes-là n'ont du mal. Mais les hommes disent, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est ma femme, je l'ai violée, comment? Vous voyez, c'est très difficile à mettre la main. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire dont je suis issue, quand vous partez vous plaindre à la police contre votre bourreau et qu'on vous donne, d'accord, la convocation, allez lui remettre à lui, votre bourreau. C'est vous qui prenez la convocation pour lui remettre à lui, pour lui dire que tu es convoqué à la police parce que j'ai porté plainte contre toi. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, vous savez, déjà ici, il y a des règles et c'est difficile. Donc, imaginez-vous sur un chantier où il y a quasiment tout arrêté. Et puis, on n'en parle pas.
T'allais par des petites associations certaines. Il y en a une que j'ai voulu interroger en Guinée. Pourtant, ça fait 4 ans. Elle dit, je ne peux pas en parler. Ça sera la honte pour ma famille. Ouais, il y a le poids, le poids. Ça, c'est horrible, hein. Ce sera la honte pour ma famille. C'est un travail qui doit... Non, c'est une autre sphère. C'était plus facile ici d'avoir des personnes ici que d'avoir quelques-unes là-bas. Pourtant, je leur disais, je vais changer le nom, vous voyez? Je vais changer le nom, je vais... Ah, pardon? Ils ont surtout peur d'être reconnus. C'est ça, ils ont surtout peur parce que si le monsieur reconnaît déjà que c'est lui, bon, c'est ça. Et souvent, c'est des gens qui ont des postes super importants. Souvent, c'est des gens qui sont préfets, qui sont ministres, qui sont machins. C'est là où vous vous rendez compte du monde de l'apparence. Voilà. Du monde de l'apparence, voilà. Les femmes aussi, voilà, nous surjouons dessus. Vous voyez toutes ces femmes-là, elles ont surjoué, elles souffraient le martyre, mais dehors, elles venaient. Mon mari vient de m'acheter telle voiture. Mon mari vient de... Vous voyez, avec leur copine, oh, t'es bien, toi. Bon, alors que derrière, à quel prix? Et le truc le plus dégueulasse que je ne sais pas, c'est celle que je suis actuellement. Le vice a été poussé par le mari jusqu'à lui demander excusez-moi, de faire l'amour avec le chien. Parce que c'était ça, lui, son trip. Je vous laisse. J'entends de ces choses et souvent, je me dis, bon, j'arrête tout ça parce que si je vais péter un câble, je n'aurais plus envie de me remarier parce que tous les hommes vont me faire flipper. Dès qu'elle n'ont pas me parler, je dis, mais est-ce qu'il est normal? Parce qu'elle est le piège, vous voyez. Donc, je ne veux pas rentrer dans la paranoïa. Mais une fille qu'on connaissait, mais vous voyez la voiture. Et moi, pour moi, je disais, ben, c'est bien, c'est très bien. Mais elle a entendu parler, elle m'a envoyé un message, elle est venue. Déjà, moi, je lui ai dit, écoutez, hein, moi, quand j'ai vu la maison que vous avez, moi, j'ai un tout petit chez moi. Je vis avec ma fille, donc j'ai un petit chez moi. Donc, si ça ne vous dérange pas de venir dans une petite maison, il n'y a pas de problème. Sinon, on se retrouve dans un café. Elle m'a dit non, 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 du tout. Je n'ai pas toujours habité dans une grande maison, hein, madame. Voilà, je sors d'une famille pauvre, hein, donc bien. Et elle est venue. Très sympa, vous voyez, mais ce qu'elle portait sur elle, c'était 10 000 € quasi. Hein. Mais quand elle a commencé, ça a commencé à son mari qui la touchait quasiment pas. Ça ne l'intéressait plus. Donc, tu ne seras rien, t'es machin. Après, il lui a dit que, voilà, c'est lui qui donnait beaucoup d'argent aussi à sa famille. Après, ça a été ses amis qui l'envoyaient pour coucher avec elle. C'était son truc. Et après, il y a une accalmie, là. Mais quand il finit ça, je rappelle quand même que quand elle fait ça, il est assis, il filme. Hein. C'est son truc. Hein. Après, il lui offre plein de bijoux. Donc, de la bague ou machin, vous voyez, hein? Certifié diamant. Et là où c'était son déclic, c'est le coup maintenant de faire avec le chien. Et là, elle a dit, bon, j'arrête, j'en peux plus. Et le pire, c'est qu'elle appelle sa famille parce qu'elle est d'origine togolaise. Elle appelle sa famille pour, bon, un peu gênée, mais elle dit quand même à sa mère que voilà. La mère lui dit, mais si tu pars, là, qu'est-ce que nous on devient? Oh là. Mais, ma fille, si tu pars, non, mais faut, comme elle dit, il faut pas accepter, il faut lui dire, bon, d'accord, demain, on verra demain. Tu repousses le temps qu'il se calme. J'ai dit, c'est ce que votre maman a dit. D'accord. Non, moi, je ne veux pas faire ça, blablabla. Bon, la conversation a duré 2-3 heures. Elle a pleuré, elle a fait ce que... Voilà. Je lui ai dit, madame, voilà ce que moi, je sais. Mais si je vous dis de partir, vous allez perdre votre train de vie. Ça, c'est vrai. Vous allez perdre tout ça.
Mais quand vous me montrez la photo de quand vous êtes rentré dans le mariage et ce que je vois là, à part vos bijoux coûteux, Par ma petite maison. bon, je ne sais pas. Hein? Parce que la femme que je vois bien en chair, belle, machin, et celle qui ressemble à quelqu'un qui a le truc là, c'est pas, je ne vois pas la même chose. Donc, vraiment, moi, voilà ce que je peux vous dire. Il y a des associations qui pourront vous aider. Ça va être la galère. Vous allez travailler. Elle m'a dit, je n'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai dit, ah, on apprend, il y a des formations, madame. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que je ne vous vois pas heureuse du tout. Voilà. Bon. Elle ne m'a plus jamais appelée. Peut-être quelques temps après, je l'ai rencontrée une fois avec son mari, main dans la main. Elle a tourné le regard. J'ai compris qu'elle avait préféré son mariage. Non, je ne pense pas que... Pardon. Allô? Oui, allô, oui. Oui, pardon, excusez-moi, je suis en retard parce que je suis malade, hein, c'est pour cela. Bon, de toute façon, on n'a pas fait la conférence, Madame Nounou. Ah, beaucoup n'ont pas pu se connecter. Donc, bon, là, on cause entre femmes, en fait. Hein. Ah, d'accord. Non, mais je voulais rebondir un peu sur ce que tu étais en train de dire, qu'elle a préféré son mariage. Je ne pense pas. Il y a un grand problème, hein, surtout pour la femme immigrante. Il y a un problème sérieux. Alors là, si vraiment nous ne nous mobilisons pas, nous, en tant que femmes, pour pouvoir proposer des solutions d'alternatives, ça sera un peu difficile. Parce que vivre dans la violence, surtout je parle de la violence conjugale, c'est vraiment une expérience traumatisante. Parfois, vous pouvez voir la personne retrouver ses bourreaux, mais en tout cas, ce n'est pas le plaisir de retrouver ses bourreaux. Quelque part, cette personne est perdue. Surtout pour la femme migrante, il y a plusieurs facteurs qui peuvent s'ajouter à sa réalité. Moi, je pense. Hein. Donc, ces facteurs peuvent s'ajouter à sa réalité et peuvent lui faire voir que c'est elle qui est en tort. C'est elle qui est limitée. Effectivement, elle est limitée, cette femme. Donc, lui faire penser qu'elle ne peut rien faire pour s'en sortir, c'est l'impression qu'elle a, cette femme. Elle peut aussi sembler, je peux dire, impossible pour elle de quitter son conjoint. Pourtant qu'il y a des comportements violents. Vous allez la voir, cette femme, avec son bourreau, main dans la main. Mais ce que je peux dire, ce qu'elle vit, je pense qu'elle est un peu perdue dans sa bulle. Et là, elle aura besoin d'intervention d'autres personnes. Mais c'est difficile aussi pour d'autres personnes d'intervenir tant qu'elle n'a pas pris conscience. Voilà, mais c'est ça. Voilà le vrai problème. Voilà. Donc, pour elle aussi, hein, ça peut être aussi une difficulté de nous comprendre, nous qui voulons la sortir de là où elle est. Donc, on a du mal aussi à trouver des mots pour exprimer. Bon, mais tout ça, mais il y a un travail à faire pour moi. Je dis que j'ai assisté à beaucoup de cas comme ça, des femmes qui sont venues me voir pour expliquer leurs problèmes. Il y a très peu qui s'en sortent. Hein. La majorité, souvent, quand il n'y a pas un encadrement qui suit, surtout un encadrement juridique, c'est important pour eux. Cet encadrement juridique pour eux, c'est important. Parfois aussi, quand vous l'encouragez de quitter son conjoint et d'entamer ses démarches juridiques. Mais si elle n'est pas entourée par comme ce que j'ai entendu dire, par des associations ou même des proches, mais en tout cas, c'est difficile. Bon, pour la plupart de ces femmes qui sont victimes de cette violence conjugale, moi, je pense que cette femme a besoin d'une sécurité, d'une protection et d'un hébergement aussi. Parce qu'il y a le problème d'hébergement aussi qui pose problème. Et il faut penser aux enfants de cette femme qui est violentée tout le temps parce que ce traumatisme qu'elle subit, les enfants aussi subissent. On a tendance à oublier les enfants. L'enfant, il regarde le modèle de parents, il regarde le modèle du foyer des parents.
mais oublions pas qu'elle va reproduire la même chose. Parce que pour elle, c'est ce qu'elle voit. Et surtout, l'enfant trouve surtout injuste qu'il n'y ait pas de personnes extérieures qui viennent à leur secours. En tout cas, je ne sais pas, mais c'est un sujet vraiment qu'il faut prendre vraiment le temps que les femmes se retrouvent vraiment pour parler de ça, parce que ça ne sera pas seulement un combat du 28 novembre, mais que ça soit tous les jours. C'est vraiment important, moi je pense, c'est important pour nous qu'on puisse revenir comme ça en réseau et que peu importe où nous nous trouvons, que nous soyons en Belgique, l'Allemagne, mais que ces femmes-là puissent se mobiliser sur ce fait qui est courant. Parfois même à côté de nous, il y a une dame qui subit, peu importe sa couleur. Donc c'est vraiment important. Mais pour la femme immigrante, je sais que le besoin est là. Et surtout, c'est une femme qui ne s'exprime pas beaucoup. Parfois aussi, la communauté la juge. Parfois aussi, la famille la juge. Donc, c'est plus difficile pour elle. Très, très difficile. Bon, mais c'est un travail que nous devrons faire. On a besoin des services aussi des interprètes parce que ces femmes immigrantes, parfois, ont du mal à s'exprimer aussi. J'ai eu des cas comme ça où elles avaient du mal à s'exprimer. Il fallait trouver peut-être quelqu'un qui parle le bambara, peut-être quelqu'un qui parle lingala, peut-être c'est un peu... C'est vraiment douloureux, difficile, même pour les personnes qui les accompagnent. Hein. Vraiment, parfois, on se sent impuissant. Mais enfin. Madame Mounoumou, la phrase que vous venez de dire, c'est celle-là. On se sent parfois impuissant. Oui. Parce qu'on se rend compte, vous voyez, souvent je donne l'image du médecin, chirurgien. Quand il arrive, il a l'impression qu'il peut guérir tout le monde. Vous voyez? Ah, voilà. Ça, il guérit. Et la première fois que quelqu'un meurt, il est tellement traumatisé. Il se dit, ah, j'ai pas réussi à guérir. Et puis après, bon, il y a des morts, et il banalise en fait parce qu'il se blinde. Oui. Et en fait, moi, je suis pas encore arrivée à ce stade de me blinder en fait. Parce que quand je n'ai pas réussi, c'est un échec cuisant. Parce que je me dis, mais et si on m'appelle un jour et qu'elle est morte, en fait? Je vais m'en vouloir. Et je vais dire, mais peut-être que tu aurais dû, peut-être que, vous voyez, dans les peut-être, bon, on ne refait pas une vie, en fait. Donc c'est un peu ça, mais quelles sont les phrases qui pourront faire qu'une femme va aller jusqu'au bout? Moi, je suis juriste. Oui. Les règles, je les connais. Enfin, du moins, une bonne partie. Mais je peux vous dire que l'application de ces règles-là, c'est autre chose. Parce que derrière, la formation ne suit pas. Non. Combien de plaintes classées sans suite? Bon, combien de plaintes refusées? Parce que déjà, beaucoup de policiers ne sont pas formés à ce problème-là. Non. On a eu des cas où, par exemple, même le commissaire lui-même tapait sa femme. Donc, vous voyez un peu. Ah oui. Voilà, on a eu ces cas-là. C'est situé dans tout. Et c'est partout. Tous les milieux, bon. c'est partout. Donc, ce sont ces policiers. Au niveau de la justice, vous tombez sur, si vous n'avez pas de chance, vous tombez sur un juge qui va dire, purée, nous saoule ces nanas. Exactement. J'en ai plein. Si je vous lis les trucs, vous allez voir. Ces hommes qui disent, c'est bon, il y a des hommes battus, les femmes qui passent leur temps à geindre, on est fatigué. Bon, vous voyez, il y a vraiment ça. Il y a le gros débat, en fait, quand on est noir aussi, sur cette notion de soumission qui revient très souvent. Si ça arrive, parce que les femmes africaines ont changé. Les femmes noires ont changé, elles ne sont plus ce qu'elles sont avant, elles étaient avant. Vous êtes arrivés en Europe, vous avez pris le comportement des Européennes. Oui, ça c'est vrai. Ça revient souvent. Ah, il y a Madame Sylvia Servin qui est partie, c'est dommage. Non, elle est toujours connectée, mais elle a coupé. Sinon, elle a un problème de. Ben, je voulais bien quand même qu'on l'entende parce que. Madame, vous nous entendez? Oui, bonsoir, je vous entends. D'accord, bonsoir. En fait, la réunion n'a pas pu avoir lieu parce qu'on a eu un gros souci technique, énormément. Et en fait, il y a un premier lien qui avait été envoyé à tous et finalement qui ne fonctionnait pas. Il fallait trouver un autre
un autre lien. Et en fait, ben, tous ceux qui devaient, beaucoup qui devaient intervenir ont dû partir. Oui, Donc, oui, en fait, comme nous sommes des femmes, donc on a décidé de discuter de la problématique entre nous, d'échanger selon l'expérience de chacune. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire, en fait, sans que, bon, chacune est un peu dans les associations, on fréquente ça au quotidien. Et puis, on se partage comme ça les points de vue. Voilà, voilà ce que nous faisons, quoi. D'accord. En fait, j'ai compris parce que j'avais prévenu que je serais un petit peu en retard. J'avais une urgence à régler aujourd'hui et après j'ai eu du mal à me connecter effectivement, mais j'ai appelé et on m'a dit ce qu'il fallait faire. Mais j'ai tenu quand même à juste venir vous saluer. Bon, j'ai compris que la conférence ne tenait plus, mais c'est indépendant de votre volonté. Il faut quand même saluer tout ce courage et cette initiative de cette association qui ont quand même marqué le coup. Donc, j'apporte mon soutien, mes encouragements et quelques minutes de présence. Donc, j'ai écouté un petit peu le débat et je tenais quand même à vous saluer ce soir. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci énormément. Peut-être que vous aurez un conseil à nous donner, à nous dire. Ouf. Vous savez, je crois que dans notre éducation, il faudrait plus qu'on apprenne à nos filles à se défendre. Hein. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a toujours dit qu'une femme doit d'abord, personne ne peut l'aimer plus qu'elle-même. Donc, si elle-même, elle n'a pas suffisamment de considération pour elle, d'envie de se battre elle-même, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fera. Donc, quelqu'un qui se laisse frapper ne mérite pas ça. Donc, il faut le comprendre soi-même. Je ne crois pas qu'on ait besoin d'autres personnes pour vous dire c'est pas normal qu'on te gifle, on te frappe, on te maltraite. Chaque être humain a un instinct de survie et déjà, il faut cultiver ça pour empêcher un homme de lever la main sur vous. Il n'y a aucune raison, vous n'êtes pas venu au monde pour servir de symbole à quelqu'un. Donc, dans l'éducation... Qu'est-ce qu'il se y a un micro? Vous pouvez fermer vos micros tous alors. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Là, c'est bon, madame, vous pouvez parler parce que tout le monde, voilà, il y avait un écho. Vous pouvez parler maintenant. Je ne sais pas où on fait. Non, là, on vous écoute, hein, madame Servin. Donc, je dis que notre première mission, c'est dans l'éducation de nos filles, d'essayer de leur montrer qu'elles doivent apprendre à se défendre déjà. Déjà, on leur dit dans la vie, il faut apprendre à te défendre, mais ça peut être aussi dans les relations amoureuses et dans la vie de famille qu'on va construire plus tard. Et c'est un modèle aussi qu'on doit donner à nos enfants. Donc, c'est vrai que la société ne fait pas toujours beaucoup de choses pour nous faciliter les choses, pour nous considérer. On nous encourage plutôt à être patients, à supporter les humiliations contre une situation sociale peut-être enviable aux yeux de certains. Mais je crois que rien ne justifie qu'une femme accepte jusqu'à mourir sous les coups d'un homme, comme on voit de plus en plus souvent. Donc, on a aussi notre part à faire. Hein. C'est un petit peu mon credo. Il y a un monsieur qui a écrit c'est dingue toutes ces femmes qui subissent et qui viennent chouiner devant la caméra. Soit elles aiment ça, soit elles ne veulent pas se retrouver seules, soit elles n'ont pas de poil à frire, car une seule fois, mais pas deux. Mais bon sang, ayez du caractère, défendez-vous. Ah, mais c'est pas question de se défendre. C'est quelqu'un qui est là maintenant? Non, c'est les témoignages lors de mes émissions ou les commentaires. Souvent, je prends des commentaires, des extraits que je garde. Ah, d'accord. Moi, je garde en fait pour mon livre, en fait. C'est des choses qui vont revenir. Il y a des femmes, c'est vrai, on n'a pas besoin d'être intellectuel pour ça. Il y a des femmes qui apprennent à se défendre. Ah oui. Et puis d'autres qui subissent en disant la société ne fait rien pour nous aider. Mais je pense qu'il faut qu'on essaie de s'aider soi-même aussi. Hein. Donc, à un moment, même si c'est peut-être difficile, il y a la peur
de tout ce qui nous attend si on se sépare de cette personne, mais quelqu'un de toxique ne vous permettra pas d'avancer dans la vie de toutes les façons. Ça ne peut aller que de pire en pire. Et je crois que dès les premiers coups, la personne vous demande pardon, vous dit je ne vais pas recommencer. Je crois qu'il ne faut pas être naïf pour le croire parce que ça revient de toutes les façons. Il y a des hommes qui sont éduqués comme ça, leur façon de montrer leur pouvoir, c'est de frapper la femme, c'est par la violence, c'est par l'intimidation, c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas confiance en eux. Et donc, face à des gens comme ça, c'est difficile de refaire leur éducation. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de pouvoir, comme on dit en Côte d'Ivoire, attraper son cœur et puis ne pas avoir peur de se battre et de refaire son chemin, même toute seule. Et peut-être qu'après, on se découvre des qualités qui n'avaient pas pu s'épanouir dans ce cadre où on est tout le temps dénigré, rabaissé, alors que seul, on sait qu'on a un instinct de survie derrière nous et on se battra 2 fois plus pour montrer qu'on est capable de s'en sortir aussi. Un autre cas où la femme avait été tuée parce qu'elle avait voulu quitter son mari, donc il avait suivi après pour l'assassiner. Commentaire d'un homme, pas tous, hein, Dieu merci, mais je prends des extraits comme ça. Bon, ciblé femmes africaines, hein, d'accord? À toutes les femmes africaines, bon, en général aux femmes noires, si vous n'êtes pas prête à assumer les contraintes de mariage, n'acceptez pas la demande en mariage d'un homme. Surtout si vous savez que vous êtes là pour profiter de lui pour divorcer après. Dans la culture des Noirs aussi, chez les Arabes, le mot divorce n'existe pas. On ne divorce qu'en cas de force majeure. Vous venez, on s'occupe de vous, pardon, on s'occupe de vous, on s'occupe de tout, et après, vous voulez jouer les Européennes et après vouloir divorcer. Et vous croyez que ça ne nous fera pas mal. À bas le féminisme occidental. Et il y a eu des commentaires, d'accord, plusieurs. Et après, il réplique. Et là, c'est là maintenant, vous allez voir. Et ça, c'est pas le premier. Hein. Oui, je suis sérieux, je n'invente rien. Ce sont les faits de société. Il y a de plus en plus de femmes noires qui divorcent parce qu'elles sont devenues des Européennes et elles se croient égales à l'homme. Alors, c'est pour éviter le pire que je vous le dis. Maintenant, à vous de le prendre. Bon, bref, comme vous le voulez. Aujourd'hui, si on en est arrivé là, c'est parce que la femme refuse la domination de l'homme sur elle. Que vous le vouliez ou pas, c'est un fait de Dieu et l'homme n'acceptera jamais une domination de la femme. Sinon, Dieu va le maudire. Alors que ça vous plaise ou pas, lorsque vous venez profiter de nous et qu'après, vous vous retrouvez à partir avec nos enfants qu'on n'a plus le droit de voir et que vous jouez les victimes, on ne peut que vous tuer. Je voulais réagir parce que des avis comme ça montre totalement l'ignorance de ces gens qui veulent nous maintenir toujours sous leur domination. J'ai écrit un livre qui s'appelle Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire que je peux vous montrer d'ailleurs. Hein, je vais l'acheter avec plaisir. Oui. On le trouve sur le site de la librairie Tamri à Paris. Ah, Tamri, d'accord, ok. C'est eux qui le diffusent. Et donc, je présente des femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et de la diaspora de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. Et on se rend compte que dans différentes aires sociaux et géoculturelles africaines, sous différents horizons, du nord au sud de l'Afrique, il y a eu des femmes qui ont décidé un jour de prendre la défense de leur pays. Et parmi ces femmes, on a eu des reines, on a eu des femmes d'influence, on a eu des guerrières, on a eu des mères de héros comme la mère de Sundiata Keïta de l'Empire du Mali ou la mère de Chaka, l'empereur des Zoulous. On a eu la reine Nzinga d'Angola, on a eu des reines, la reine Toku, la reine Ndaté-Yala du Sénégal. Et toutes ces femmes d'elles-mêmes se considéraient un peu comme les remparts de leur société. Et il n'était pas inimaginable que ces femmes, comme ces gens disent, ont fait les Européennes juste parce qu'on veut se défendre, qu'on exige d'avoir, qu'on ne nous maltraite pas, qu'on ne nous traite pas avec violence, comme si la violence fait partie du pacte du mariage. Il faut refuser ça, parce que dans notre histoire, dans notre passé,
Il y a eu toutes ces femmes, ces modèles. Et parce que nos jeunes ne connaissent pas notre histoire, ne connaissent pas ces références, justement, ils pensent que la femme a toujours été soumise. Pas du tout. Et c'est au moment de la colonisation par des sociétés patriarcales où le pouvoir appartenait à l'homme que tout cet ascendant féminin, ce leadership féminin africain, a été progressivement effacé et pour laisser une place dominante à l'homme. Mais quand on a les Amazones de l'Empire du Dahomey qui étaient des guerrières, ces femmes-là, on raconte même que dans leur vie, elles étaient respectées par leur mari. Ouais. C'est elles qui dirigeaient, c'est elles qui avaient droit à la parole parce qu'elles se considéraient comme le rempart de leur société. Ils disaient, si on ne se bat pas pour défendre notre pays, c'est l'ennemi qui viendra tuer nos enfants. Donc, Madame Serpa, vous voulez nous dire que tout ça a changé sous l'empire colonial en 70 ans, 80 ans, tout a été remis en cause comme ça? Donc, les gens qui vous disent, quand vous essayez de faire entendre votre voix, vous imitez les Blancs, non, c'est eux qui imitent les Blancs en disant que le pouvoir n'est que masculin et qu'ils ont tous les droits sur les femmes. Parce qu'à l'époque, c'était des sociétés patriarcales et s'il y a eu des mouvements féministes en Europe, c'est parce que ces femmes-là aussi se sentaient dominées. Mais nous, au moment où les femmes, par exemple, en France, elles ont eu le droit de vote en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, mais nous, au XVIIe siècle, au XVe siècle, on avait des femmes qui dirigeaient des royaumes. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'histoire européenne qui fait qu'on essaie de se faire respecter dans la société et dans notre foyer. Au contraire, ce courage, ce leadership, c'était des femmes africaines qui l'ont eu bien avant. Et tous ces gens qui vous racontent n'importe quoi, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire, ils ne connaissent pas leur passé. Quand je vois, par exemple, en RDC, toutes ces femmes qui subissent les violences des guerres qui se font, les viols et tout ça, qui sont un peu des trophées de guerre, alors qu'on respectait les femmes dans l'Afrique précoloniale, dans l'Afrique ancienne. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de se renseigner, d'apprendre de son passé, de se trouver des figures de référence dans notre histoire et de voir que l'image de la femme n'est pas du tout celle qu'on essaie de nous imposer aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que tout ça, il faudrait l'enseigner dans nos livres d'histoire, enfin, je veux dire. Parce que ça, c'est des choses que, même dès le primaire ou les cours moyens ou élémentaires, malheureusement, on doit savoir ça, en fait. Voilà, ce n'est pas fait, mais on a tous ces portraits de femmes extraordinaires qui ont construit, qui ont bâti, qui ont dirigé et qui donnaient une image, même des femmes dans le commerce aussi. J'ai plusieurs exemples de femmes qui faisaient du commerce au Nigeria, au Ghana, dans des siècles très anciens et qui avaient leur autonomie financière et aucun homme ne pouvait leur dire quoi que ce soit. C'est elles qui décidaient de leur vie, c'est elles qui éduquaient leurs enfants et tout. Et même aujourd'hui, on a des femmes dans certains pays, elles sont analphabètes, elles font leur commerce et il y en a qui gagnent suffisamment d'argent pour envoyer leurs enfants faire des études dans des universités aux États-Unis ou en Europe. Donc voilà, et ces femmes-là ne venaient pas leur dire quand un homme te frappe, il faut accepter parce que c'est dans la nature de la femme africaine. Donc je crois qu'on a besoin de toutes nos références du passé pour retrouver une image plus positive des femmes africaines. Ben là, je vois votre livre, il est à la FNAC ou à Amazon. Oui, il y a un levant sur Amazon aussi. Amazon aussi, oui, d'accord. Oui, parce qu'à la FNAC, ils ne l'ont plus. Ok, d'accord. Reine d'Afrique, hein, c'est ça? Oui, Reine d'Afrique. Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Voilà, écoute, 24 € et donc. Non, mais vous savez combien Amazon le vend? Parce qu'ils comptent les frais. On m'a dit qu'ils mettent les frais d'expédition, je crois. Ils mettent 60 €, ils le font. Ah non, faut pas. Non, surtout pas ça. Ouais. Surtout pas ça. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu d'anciennes éditions et le livre était en rupture de stock pendant 2 ans. Et beaucoup de gens le recherchaient. Et il est arrivé jusqu'à 3 000 € sur Amazon. Parce qu'il y a des gens et ça, ce sont des gens qui ont leur ancien exemplaire qui essaient de faire... qui essaie de le revendre en essayant de faire de la spéculation. La spéculation. Une édition qui date de l'année dernière, donc en 2018, qui est la plus récente,
et elle coûte 24 €. Donc, soit parce que là, j'allais l'acheter, mais celui que je vois là, affiché, 60 €. 60 €. Non. Donc, ou sur Tamri, maintenant, ils ont un site, voilà. Ils ont un site où ils le vendent et c'est eux qui le diffusent. Ok, bon, je vais aller sur Tamri alors. Mais si je vais à la boutique, si je vais directement à la boutique, je peux la trouver. Voilà, la librairie, ils l'ont, c'est eux qui l'ont. Ok, d'accord, je pense, bon. Ils peuvent l'envoyer en Belgique. Surtout, ne l'achetez pas plus de 24 €, sauf si d'accord, très bien. 10 € de frais d'expédition. Donc, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens, justement, qui m'ont signalé ça. D'accord. Ok, tant mieux. Je me suis dit, Madame Serban, on aime bien votre livre, mais 60 € là où non. Et je n'en vois même pas les bénéfices. Voilà. Mais je vais vous en voulez un, Amina? Oui, si je puis me permettre, c'est que finalement, dans tous les combats du continent africain, ce qui revient toujours, c'est l'éducation, c'est l'histoire, c'est le fait de ne pas connaître son histoire qui fait qu'on n'arrive pas à se battre correctement. Parce que c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de ce livre et je suis honorée d'être face à l'auteur aujourd'hui. Oui. Mais c'est vrai que quelque part, quand on peut arriver avec des arguments comme ça change la donne du combat. Au-delà de la connaissance et de l'histoire, pour revenir à comment on peut aussi travailler, c'est qu'il faut avoir des personnes aussi qui ont vécu cette violence et qui n'ont pas peur de parler. On dit toujours qu'on mime les choses. Une va faire et puis l'autre fera et puis l'autre fera. Donc, il faut s'armer de toute la chose, c'est-à-dire les auteurs comme Madame ici présente, des juristes, des victimes peut-être comme moi, des associations comme toutes les personnes qui sont là et moi-même dans mon association. Et ce tout fera une force. Et c'est ça qu'il faut, en fait. Il faut devenir une armée. Bien sûr. Pour le travail que je fais avec Empowering Women International, c'est que moi, j'ai décidé de dire que l'arme de guerre qu'est la femme en RDC doit devenir maintenant l'arme de guerre pour combattre ce fléau. À nous de devenir les armes dans les mains des femmes. Et ça, c'est bon pour tout le continent, en fait. C'est bon pour tout le combat des femmes, mais plus particulièrement, la femme africaine doit connaître son histoire pour savoir se défendre. Parce qu'avec un argument comme ça, quel homme va encore tenir debout? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Donc, voilà. Il trouvera que, en fait, vous n'obéissez pas à la religion. Bon, laissez tomber. Hein, ils trouveront des choses. Ne vous en faites pas. Pardon, je peux, excusez-moi de vous interrompre, je peux ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Madame Serban. Alors, déjà, je vous remercie de vous être connecté. Alors, j'ai déjà votre livre depuis 2012 en fait, et je vous ai même rencontré dans les Yvelines, parce qu'à l'époque vous travailliez dans une mairie, dans les Yvelines. Et donc ce livre, il m'a inspiré parce que ce qui s'est passé depuis 2012 jusqu'à maintenant, je me rends compte que effectivement il y a un décalage entre ces reines d'Afrique et ce que nos mères nous ont inculqué. Et je trouve que encore à l'heure actuelle, je vous parle de la Guinée parce que c'est ce que je connais et c'est ce que je maîtrise le plus, mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment une mère peut dire à sa fille ou peut encourager sa fille, par exemple, à se faire exciser pour la raison que parce que c'est la coutume. Sachant qu'on fait des campagnes et des campagnes, on ne fait que ça, mais il n'y a rien qui aboutit. Et donc, c'est cette relation entre la mère et la fille. La mère, elle sait que ça a des dangers, c'est pas du tout religieux, c'est au contraire, c'est très, très grave. Mais elle dit oui, mais c'est la coutume. Il faut le faire. Ou alors, quand une mère dit à sa fille, écoute, si tu n'es pas heureuse dans ton ménage, tu restes là-bas, malgré que tu sois frappée, humiliée ou quoi que ce soit, parce que chez nous, le divorce, ce n'est pas bon pour notre honneur. Alors ça, je n'arrive pas à comprendre qu'une mère puisse dire ça à sa fille. Et je me dis que peut-être qu'elle ne connaît,
peut-être qu'elle n'aime pas sa fille, ou peut-être qu'elle se dit que moi j'ai vécu la même chose, donc il faut que ma fille ce soit la même chose, ou enfin il y a vraiment quelque chose ou alors elle ne connaît pas son histoire, ou alors là vraiment je suis dans l'inconnu. Oui. Donc, par rapport à ça, est-ce que vous avez peut-être des solutions, ou peut-être il faut encore parler, faire des campagnes, ou encore sensibiliser encore et ne jamais baisser les bras? Parce que c'est vraiment décourageant à la longue. C'est vrai que parfois on est dans des situations où on se sent découragé parce qu'on n'est pas écouté. Et puis, on est taxé on est des blanches, on est des européennes, on n'est plus des africaines, il faut qu'on supporte, il faut que, voilà, c'est ça en fait. Moi, je pense que toutes les femmes qui ont l'audace de vouloir changer les choses, de ne pas toujours plier sous le poids de traditions qui sont liberticides pour les femmes, toutes ces femmes, on les taxe toujours de quelque chose. C'est parce qu'elles font peur. Mais je pense que quand elles ont un minimum de connaissances supérieures à ceux qui sont encore dans cette espèce de brume où on pense que la religion, les traditions doivent tout faire, et le poids des hommes aussi qui disent faut surtout pas faire bouger les choses, la communauté doit rester figée parce que ça profite à quelques-uns. Je crois que quand on a la chance d'avoir un peu plus de connaissances que les nôtres, nos parents, que les gens qui nous entourent, il faut avoir le courage aussi de ne pas plier, parce qu'on se dit d'une génération à l'autre, on n'est pas les mêmes. Nos parents ont vécu des expériences, ils ont vécu. Pourtant, ils se sont battus contre les colons. Nos pères, quand ils se faisaient chicoter sous le travail forcé, il y en a qui se sont défendus, qui se sont battus. Pourquoi on refuserait aux femmes? C'est exactement la même chose. Que ce soit la chicote d'un blanc pour vous obliger à monter une ligne de chemin de fer, ou votre mari parce que la sauce que vous avez préparée ne lui convient pas, qui vous frappe, c'est la même douleur que vous ressentez. Donc, eux, ils ont le droit de se défendre, de résister, et pas vous. Je pense qu'il faut quand même se dire d'accord, ils sont encore complètement, ils sont encore sous cette emprise du passé, des traditions, mais moi, j'ai appris un peu plus et je ne veux pas ça pour moi, ni pour mes enfants. Donc, même si ce n'est pas un combat frontal, mais petit à petit, il faut s'affirmer devant tout ça. Hein? Mais ce sont peut-être des discussions qui vont toujours revenir, sans colère, sans haine, sans conflit, mais ne pas se laisser imposer des choses qui vous apportent de la souffrance. Une souffrance qui vous traînez ça toute votre vie et vous ne construisez rien. Je crois que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, personne ne nous aimera plus que nous-mêmes si on ne se bat pas pour nous-mêmes. Donc, vous savez que ça ne vous apportera que de la souffrance. Essayez aussi d'imposer petit à petit vos vues, quels que soient les sacrifices que ça demande, mais je crois que on est obligé d'en passer par là, hein. Parce que demain, donc si vous acceptez tout ça, demain et que vous avez une jeune fille au lycée, ensuite à l'université, vous n'allez pas essayer de lui dire oui, du temps de ta grand-mère on faisait ça, donc pour respecter les traditions, il faut que toi aussi tu te fasses exciser. Elle peut couper les ponts avec vous parce qu'elle a envie d'autre chose. Et pourquoi? C'est pour ça qu'on doit quand même être une espèce de pont entre les générations, et ce que nous avons appris, ce qui nous a permis de nous fortifier, qui fait qu'on est différent de nos mamans, on doit mettre ça aussi en avant pour essayer de nous sauver, de nous défendre et de protéger nos enfants, protéger nos filles. Enfin, c'est ce que je pense, hein, mais je ne sais pas si c'est facile à appliquer, mais c'est une question peut-être de personnalité propre à chacune. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Mais il y a Madame, on va essayer, Madame Servin, si vous restez, il y a Madame Naïma Moguir qui n'arrive pas à se connecter, mais en fait, qui n'arrive pas à rentrer, qui entend ce qu'on dit, mais qui n'arrive pas, vous voyez, voilà. Donc, elle va m'appeler pour pouvoir dire aussi un mot, elle devait intervenir aussi. Et je pense que le technicien va mettre le haut-parleur.
je vais demander, comme ça nous écouterons tout ce qu'elle a à dire. Parce que finalement, on n'a pas eu la grande conférence, mais ce que nous faisons là, j'ai appris énormément, énormément. Elle peut appeler. Je crois que pour tout le monde, il y a aussi une autre violence. Bon, on parle des violences conjugales, mais il y a une autre violence qu'on appelle aussi les crimes d'honneur. Et les crimes d'honneur, bien entendu, c'est la famille qui estime que c'est la honte que la fille ait quitté son mari et qui met fin à sa vie. Et ce que dit Madame Levesque, c'est exactement ça, parce que les plus durs dans cette affaire, ce sont les mamans. Étrangement, on est surpris, on croirait que ça allait être le père qui serait radical. Mais bon, là, ça, c'est des choses qu'on a vu beaucoup avec les Indiennes, Pakistanais, vous voyez ce genre de choses. Ça existe aussi dans nos pays. Hein. En Guinée aussi, j'ai eu 2 cas comme ça aussi. Mais dans ces pays-là où c'est la mère même qui tient sa fille et on la poignarde. Parce que, oui, et le père ou le frère le poignarde. Il y en a beaucoup aussi dans les pays en Amérique latine. Allô. Oui, allô? Oui. Bonjour Marie-Paul. Bonjour. C'est Naïma Moguir. D'accord, mais on vous écoute alors. Il y a encore 7 personnes connectées, donc on vous écoute. D'accord, je peux parler ou vous avez quelqu'un en ligne? Non, vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. Très bien, très bien. Bonjour mesdames, bonjour Marie-Paul, bonjour Dédé, bonjour à toutes les participantes et les participants. Je suis Naïma Moguir, je suis marocaine et française. Je suis enseignante dans les grandes écoles, l'ESGCI, l'École supérieure de gestion et commerce international à Paris, et TSB, Paris School of Business, et chercheur universitaire. Je suis doctorante en relations internationales, droit international, et je suis marocaine et française, comme je viens de le dire. Et je suis ravie, je suis contente, malgré ce contretemps, on aura d'autres moments pour parler plus de détails à ce sujet qui nous tient toutes et tous à cœur, qui est les violences sur les femmes, l'éducation des femmes et des jeunes filles, et, etc., etc. Pardon, je n'ai pas mis mon micro, excusez-moi. Alors, Madame Moguir, en fait, par exemple, bon, rapidement, puisqu'il est presque 19h, vous êtes présidente de l'association L'Ambassadrice, en fait. Alors, l'association L'Ambassadrice, c'est une association qu'on a appelée l'Ambassadrice parce que pour nous, la culture dans toutes ses diversités, y compris l'économie, peut être un ambassadeur. D'accord. Et elle est fondée depuis 2000, depuis novembre 2000. Ça veut dire ce mois-ci, elle fête son 20e anniversaire. D'accord, très bien. Voilà. Et l'ambassadeur, en fait, c'est vraiment pour être un tremplin pour la lutte contre la violence aux femmes marocaines, maghrébines ou pour toutes les femmes en général? Toutes les femmes en général. C'est pour ça qu'on l'a appelée l'association internationale L'Ambassadrice, parce que pour nous, comme j'ai dit, c'est international. Ça veut dire qu'on travaille pour tout le monde. On ne travaille pas seulement pour un continent ou un autre. On travaille pour tous. Quand on fait une conférence sur la femme, par exemple, on invite des femmes européennes, des femmes africaines, des femmes maghrébines. On invite tout le monde, et y compris les hommes, parce que la femme, elle n'est pas toute seule, malgré qu'on, voilà. Le monde, il est fait avec Ève et Adam, pas avec Ève toute seule ou Adam tout seul. Adam tout seul. Ça, c'est clair. Ça, c'est certain.
Ça, Oui, c'est certain. Mais voilà. Madame Moguir, en fait, si une femme vient vous voir et vous dit comme ça de façon, je prends l'exemple, une femme marocaine mariée et qui vient vous voir au Maroc, parce qu'on a vu 2-3 vidéos, je maîtrise moins cette violence-là au niveau maghrébin. Mais une femme marocaine qui vient vous voir pour vous dire que là, moi, je suis violentée. Donc, elle est en France ici, mais elle est restée dans, voilà, comme nous tous, dans la culture marocaine. Qu'est-ce que Oui. l'ambassadrice peut faire pour elle? Alors, je ferai tout de mon mieux pour, ça veut dire, lui apporter le réconfort d'abord. Et après, je vais étape par étape. Parce que vous savez, mesdames, on parle toujours des violences contre les femmes, c'est vrai. Mais ici, il y a des violences contre les hommes. Et vous savez que l'éducation, elle est partagée. OK. Il y a beaucoup de traditions qui rentrent dans ce contexte. Il y a beaucoup de choses. Parfois, si moi, j'avais travaillé à l'époque de M. Sarkozy dans le service social. Je pensais que j'allais faire le droit social, mais je me suis trouvée dans le service social, qui est le centre communal d'action sociale dans chaque mairie. Et j'ai vécu beaucoup de cas. Chose qui m'avait choquée, c'est que des femmes qui acceptent la polygamie malgré qu'elles sont dans un pays qui normalement il n'y a pas de polygamie, qu'elles acceptent elles-mêmes ce contexte. Il y a des gens qui font des enfants et après ils disent oui, je viens pour les allocations, pour obtenir un appartement, ceci, cela. Parfois, il y a des gens qui un petit peu pas sérieux. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas du côté de la femme. Je suis du côté de la femme, mais il faut que aussi la femme soit responsable et sérieuse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est la maman, c'est la femme qui donne la vie aux hommes. C'est pas l'homme qui donne la vie, c'est la femme. Lui, il est avec elle, il est son partenaire, il est responsable de son devoir de mari et de père, mais c'est elle qui donne l'éducation, c'est elle qui donne normalement les principes de la vie aux enfants et même à l'homme. Vous voyez ce que je veux dire, mesdames? OK. Alors, D'accord. désolée, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais la femme, elle est la première responsable de l'éducation des générations. Oui. Voilà. Est-ce que les autres ont une question à poser à Madame Moguir? Madame Amina, Madame Levesque, ou auriez-vous des questions à poser? Parce que Madame Moguir dit en fait que la femme, bon, il y a aussi des cas qui sont pas très bien agencés, mais la femme est d'abord la première responsable de cette situation. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non. Non? Madame Levesque? Le micro. Micro. Ouais, le micro, ouais. Oui, désolée. Non, je disais que j'avais pas de questions en particulier par Oui. rapport à ce qu'a dit madame. En fait, quand moi je lis le thème sur lequel elle devait exposer, bon, peut-être on ne va pas rentrer parce qu'il y aura une autre opportunité, c'était marqué les objectifs de l'association ambassadrice, c'est au Maroc bien sûr, pour l'amélioration des conditions de femmes. Mais Madame Moguir, en fait, nous, moi je ne sais pas trop pour le Maroc, mais moi j'avais vu deux, trois images au Maroc au niveau des femmes battues, bien sûr, où baignait beaucoup la religion et la tradition. Donc, en fait, quand on mélange tradition et religion, comment est-ce que l'ambassadrice peut dire à la femme que c'est elle qui tient des droits, etc., etc. Ça va être très difficile, non? Voilà, c'est ce que les gens confondent aussi entre les traditions et la religion. Normalement, dans la religion,
le droit est du côté de la femme. Ça veut dire si elle n'est pas, ça veut dire, OK avec l'homme aussi, il y a des soucis dans le couple, elle peut le divorcer. Elle a le droit de le divorcer elle-même. Et par contre, on entend toujours parler, la répudiation, c'est l'homme qui peut divorcer. Et ça, c'est dans les pratiques. Ça n'a rien à voir avec la loi, même la loi religieuse. Attention. Parce que parmi ça veut dire, ma formation à la fac de droit à Rabat, j'ai fait, ça veut dire, le droit musulman, la jurisprudence musulmane. Chose que le Maroc maintenant a adopté, mais ça a toujours été pour adopter au Maroc, ça veut dire tout ce qui gère le mariage, le divorce et la famille, c'est le droit musulman parce qu'il est toujours aux côtés de la femme et des enfants. Et les enfants. Pourtant, c'est pas le sentiment que ça donne. C'est pas du tout le sentiment que ça donne parce que moi, j'ai déjà entendu non, les femmes marocaines n'ont pas le droit de parler comme ça, la religion leur interdit, etc. Non, c'est pas la religion, c'est ça qui est malheureux, parce que déjà, les gens ignorent d'abord la religion, ils ne connaissent même pas très bien la religion, et si on voit à un moment donné, en Égypte, les femmes coptes, à un moment donné, elles rentraient, elles se convertissaient en islam parce que elles étudiaient la religion et elles trouvaient que c'est plus adapté pour protéger la femme et les enfants et la famille. Vous voyez? Et c'est ça qui est malheureux parce que bon, on a les lois, on étudie des lois, des réglementations, tout ce qu'on veut, et dans le pratique, tout est à l'envers. Et ça, c'est ça qui est malheureux. Sur le terrain, ce n'est pas la même chose comme on fait à l'université, ça c'est d'un côté, et de l'autre côté, l'ignorance des gens, c'est-à-dire la femme ne connaît pas vraiment les lois, ses droits. L'homme non plus, ça veut dire l'homme il est toujours le père Noël, il veut toujours jouer le héros, il a le droit de ceci. Non, l'islam ne lui a jamais donné ces droits-là. Quand ils disent 4 ou 5 ou bien comme ça, c'était une époque où les hommes, il y avait beaucoup d'hommes qui sont morts dans la guerre et il fallait protéger, ça veut dire la communauté, il fallait protéger les femmes, les enfants et tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec la polygamie qui se trouve, par exemple, chez nous en Afrique. Quand je dis chez nous, c'est, je parle en général, soit au Maroc, en Afrique. Mais aujourd'hui, par exemple, au Maroc, sauf les gens qui essaient de détourner les lois, et ça a toujours été, comme je dis et je répète, dans la charia, que même si la femme, elle connaît ses lois, ses droits et l'homme aussi, et si elle ne fait pas d'enfants, par exemple, la femme n'arrive pas à faire des enfants, et lui, il souhaite faire des enfants, il lui demande son avis. Il ne va pas la répudier bien comme ça, il lui demande, est-ce que je peux me marier pour avoir des enfants, tu restes avec moi ou non? Ici, à elle de choisir, soit elle reste, et lui, il se marie pour avoir des enfants, ils vont les élever tous les trois, soit elle dit, non, je divorce, je n'accepte pas la polygamie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est la loi de la charia qui protège la femme, la famille et tout le monde. Par contre, comme je dis et je répète, c'est l'ignorance et aussi de l'autre côté les hommes chez nous qui veulent toujours jouer, ça veut dire le rôle de chef et c'est lui qui veut faire, voilà, ce qu'il veut. Et ça, on doit normalement, les femmes doivent être, même si les femmes, par exemple, n'ont pas fait d'études ou bien comme ça, elles peuvent demander, elles peuvent aller auprès des services sociaux dans tous les pays, ça existe des services sociaux, ils demandaient, il y a des associations, par exemple, j'espère que toutes les associations peuvent, par exemple, faire appel, même si elles n'arrivent pas ou elles ne connaissent pas les lois, elles peuvent faire appel à des juristes qui peuvent lui donner des conseils. D'accord. En fait, en somme, on se rend compte que c'est tout simplement l'application même des tests religieux au profit des hommes qui donne aussi tout ça, parce que les tests religieux disent complètement le contraire, en fait, en réalité. Ah oui, ça n'a rien à voir. Les textes religieux, c'est pour la femme et la famille. Ils protègent la femme et la famille. Ah,
Il protège Voilà. la femme et la famille. Voilà. Ah bah, c'est vraiment triste. En fait, on se rend compte que la société a été masculinisée et donc, effectivement, les choses ont été faites à l'avantage de certains hommes qui en profitent très, très bien. Alors, aujourd'hui, pour la dernière question, parce qu'on va se quitter là dans 5 minutes. Si, si, si vraiment imaginez-vous que vous êtes devant un parterre de jeunes filles, hein, de jeunes filles, Oui. 14, 15 ans, vous voyez qu'ils ne sont pas encore des majeurs. Et là, vous, déjà, vous avez cette expérience, vous êtes doctorante, vous êtes présidente d'association, vous voyez tout ça. Qu'est-ce que vous direz aujourd'hui à ces jeunes filles-là, au vu de ce qui les attend demain, en tant que femmes, dans leur couple, dans la société, dans le travail? Alors, soyez, madame, d'abord responsable de votre propre destin. Voilà. Okay. Et apprenez dans la vie. On apprend des berceaux jusqu'au tombeau. Il faut être indépendant dans sa tête. Même si elle est dans un couple, même si elle se marie, et même si elle est avec les parents, elle doit être responsable de son propre destin. Comme ça, si demain elle se trouve ou elle se heurte à des soucis, soit dans le travail, soit dans la vie sociale, soit avec les autorités, au moins elle a son destin dans les mains. Elle sait ce qu'elle fait. Elle ne doit pas compter toujours sur les autres. Elle ne doit pas dépendre des autres, quel que soit. D'accord. Dans la famille, après la famille, il y a la rue, il y a la société, il y a l'école, et tout ça, ce sont des écoles pour moi. Vous voyez? Parce que parfois, les parents, ils ont fait des études, ils sont compétents dans la matière, mais parfois, il y a des gens qui ont fait même des études, mais les pauvres, ils sont paumés. Alors, ils ne peuvent pas... Ça, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont fait des études, mais ils ne sont pas brillants. Ça, c'est vrai. C'est ça le problème, et je ne les accuse pas. Mais le problème que dans le quotidien, comme vous savez, là-bas ou ici en France ou ailleurs, on voit très bien aujourd'hui beaucoup de parents qui sont plus occupés avec leurs activités et tout ça. Et que, voilà, alors les enfants, les pauvres, entre l'école, ce qu'on apprend, entre la rue, entre beaucoup de choses, il y a beaucoup de manque, il leur manque beaucoup de choses. Alors, soyez vigilants, je leur fais pas peur, mais je vais leur dire de prendre leur destin en main et chercher l'information si on ne le trouve pas, qu'ils ne sont pas dans les pièges de l'Internet, de ceci ou cela, qu'on voit à travers aujourd'hui. C'est bien, en avance, on a notre progrès, mais notre progrès se retourne contre nous. Quand on commence à faire des bêtises, ça fait autre chose. Ça veut dire que c'est plus négatif que positif. Et nous, ce qu'on cherche, c'est le positif. D'accord. En tout cas, merci, madame. Bon, je pense qu'après, il y aura une bonne opportunité pour pouvoir détailler tout ça avec, voilà, pour pouvoir détailler tout ça avec beaucoup plus de temps et tout ça. Mais merci de vous être connecté. Je suis ravie parce que vous êtes doctorante en droit. Moi, je suis juriste. Donc, tout ce qui est droit me passionne. Donc, je vous rejoins dans le doctorat l'année prochaine. Avec grand plaisir. Vous savez, on a une faute à faire, attention, on a une faute à faire en tant que juriste. Ah non, mais on a beaucoup à faire, donc là, je pense que maintenant, je vais vous rejoindre, moi, pas en relations internationales, moi, ça sera plutôt du côté RSE social. Mais j'hésite maintenant à partir justement dans ces thématiques-là dont je suis devenue spécialiste en fait. Mais là, j'arrive. Si je dois réécrire un nouveau projet de thèse, je ne sais plus quoi faire, mais j'aimerais. Je me dis pourquoi ne pas écrire une thèse sur ces thématiques en fait, ce que je maîtrise mieux. Oui, pourquoi pas. Parce que moi, je me suis spécialisée dans les relations internationales. Oui, exactement. En tout cas, ravi et à très bientôt.
Voilà. Merci à vous, Marie-Paul. Merci à Oui. Christina. Merci à notre ambassadrice qui nous a, ça veut dire, préparé cette belle journée. Ben, on aura l'occasion de se retrouver pour une vraie conférence ensemble. Je vous embrasse tous. Restez toujours debout, mesdames. Toujours debout. Merci. Oui, Vous merci également. beaucoup. Excusez-moi, madame, avant de vous déconnecter, je voulais juste prévenir, au cas où vous ne l'aurez pas vu, Amina a partagé des informations dans le chat. Alors, le chat, c'est les messages. Donc, elle a mis ses coordonnées, D'accord. l'adresse mail et tout ça. Donc, c'est juste pour vous dire de ne pas passer à côté avant de vous déconnecter. Ok, même moi aussi, je n'avais pas vu. Merci beaucoup. Donc, tant mieux. Merci. Je relève ça tout de suite là. Voilà. C'est assez intéressant parce qu'on a, avec Empowering Women International, on va avoir une grosse conférence le 12. D'accord. Le 12 décembre, là? Oui. Décembre. D'accord. Mais je vous envoie forum, si j'ai bien écrit, forum, et oui. Voilà, donc c'est bien ça. Le 12 décembre. Voilà, Gmail. Et comme ça, je vous envoie un mail tout de suite, comme ça, c'est fait au moins. Parce que si je dis que je vais le faire plus tard, voilà, je me connais et tout ça. Donc, en tout cas, madame, ça a été finalement, on a appris beaucoup les unes des autres. Amina, moi, je serai à Bruxelles. Ah oui, vous n'êtes pas à Bruxelles, vous êtes à… Non, mais si, je suis à côté. Hein. Oui. Je serai probablement à Bruxelles du côté du 19, si, 19 décembre. Alors, si vous venez le 19, vous venez avec le livre de Madame Serbin. Justement, c'est ça. C'est justement ça. Mes 40 ans le 19. Ah, super. Super, super. Alors, oh, je veux mon livre. J'ai déjà envoyé des messages aux Français pour qu'on m'envoie le livre. Donc, ok, mais écoutez, moi, je peux, donc dans ce cas, écoutez, la pression, je peux vous l'offrir comme cadeau. Oh, j'en achète deux, un pour moi. En fait, j'en avais entendu parler et la bonne négligente et tout, c'est les autres qui me disaient des bons extraits dessus et puis je les sortais en conférence comme si j'avais lu. Maintenant, j'ai honte, donc je suis obligée de l'avoir. Donc, bon, voilà. En plus, l'auteur est devant moi et maintenant, j'allais me la péter et puis elle allait me dire, ah oui, vous avez aimé mon livre. J'allais dire, ah ouais. Donc, je peux faire bon. Là, je vais l'acheter et la prochaine fois, je vois Madame Serbin, je sors le livre. Oui, Madame Serbin, vous voyez votre livre. Voilà. Donc, je l'ai commandé en ligne. J'en prends deux. Oh, j'en prends deux et normalement le prix, si le Corona nous le permet, hein, bon, parce que là cette année, tout avec des points d'interrogation, si le Corona le permet, normalement le prix doit se remettre le 19. Donc je serai sur Bruxelles 19-20. Voilà, donc en fait, voilà, il faudrait qu'on puisse se rencontrer. Et je vous remets ce cadeau-là. Je vous l'offre avec plaisir. Parce que quand je rencontre des braves femmes, moi, je suis contente. Je suis déjà impressionnée par Madame Serbin. Donc là, je vais pas, voilà. Je crois que nous sommes toutes dans le même combat. Hein. Ah non, non, mais avoir… On peut s'encourager, mais vous avez sûrement fait plus que moi, chacune, donc à sa façon. Donc, qu'on s'encourage, qu'on sache qu'on garde nos forces les unes pour les autres et qu'on essaie de convaincre le maximum. Et quand le corona nous laissera tranquilles, on pourra se rencontrer. Je pourrais vous exactement. Mais en fait, vous le dédicacer, Marie-Paul. Si, ça c'est sûr. Mais en fait, mais oui, c'est clair. Mais je vous raconte une anecdote, on va se décompter. J'ai ma fille qui a 8 ans, qui a eu 8 ans aujourd'hui, et moi j'ai 43 ans demain. Mais en fait, comme tous les petites filles noires, et puis moi j'ai jamais mis les démêlants dans ses cheveux, donc elle a les cheveux bien crépus, hein, d'origine congolaise.
Donc, c'est vrai que pour la coiffer, tout le monde me dit, il faut la lisser. Enfin, vous voyez, hein, il faut ramollir ses cheveux. Puis je dis non, moi, je les aime quand ils sont brutaux comme ça. Je mets le peigne afro là-dedans. Je suis trop contente. Bref. Et la petite, en fait, bah, comme tous les enfants qui vont à l'école, mais pourquoi j'ai le teint aussi très noir? Pourquoi je suis pas un peu, comment dire, un peu, en Côte d'Ivoire, on dit clair, hein, je sais pas, d'autres chabines. Claire, voilà. Pourquoi je suis pas claire comme toi? Pourquoi je suis noire? Bon, comme toutes, là, les Barbies blanches, enfin, voilà le truc classique. Et donc, moi, j'ai commencé à lui offrir des petites poupées noires et tout, mais elle ne jouait pas avec, hein. Elle ne jouait pas avec par rapport à ses poupées blanches. Bon. Et puis, au fur et à mesure, je commençais à lui dire, mais tu sais, ma fille, t'es une reine, t'es une reine, t'es une reine. Tu vois, tu es une belle reine noire, tu es une belle reine africaine. Vous voyez, depuis qu'elle a 5 ans, 6 ans, j'ai mis ça dans la tête et tout ça. Et en fait, ma mère qui me disait, mais pourquoi tu lui dis ça? J'ai dit non. Parce que là, j'avoue, en fait, hein, j'ai dit non, mais tu sais, maman, il y a une auteure qui nous a dit que elle a écrit un livre sur les reines d'Afrique, il y a eu des reines, mais en fait, beaucoup m'en avaient parlé, et puis j'avais entendu, chacune avait pris l'histoire de la reine qui la fascinait, en fait. Une fille baoulée va prendre la reine Pokou, évidemment. De telles nations prendront un peu un extrait par rapport à leur pays. Mais chacun, je dis, mais voilà, nous sommes des reines. Donc, ta mère est déjà une reine, donc toi, tu es une princesse. Après, il ne faut pas avoir honte. Mais vous vous rendez compte qu'en 3 ans, aujourd'hui, ma fille sort, c'est juste une anecdote, on sort du couloir pour que j'aille la remettre à son père, et il y a quelqu'un qui ouvre la porte. Vous voyez comme ça, il a fait de façon galante. Et elle a dit merci beaucoup. Et entre nous, elle a dit, mais c'est normal qu'il nous ouvre la porte, maman, parce que nous sommes des reines. Et j'ai dit, ça y est. Ma fille a compris à 8 ans. Mais ça s'est joué en 3 ans. Oui. C'est pour ça que je dis, si on commence à éduquer nos enfants avec ce que Mme Sermet a dit, historiquement, parce que nous, on est juristes, la loi dit que, mais quand on ne connaît pas le fondement des choses, ça va être difficile, madame. On va mettre 2-3 personnes en prison, et après, l'histoire restera la même. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas eu l'éducation, il n'y a pas eu la formation, et il n'y a pas eu le contenu historique derrière. Et peut-être pour terminer, je voudrais aussi vous annoncer que je suis en train de faire une petite série justement de livres jeunesse pour enfants 8-12 ans. Qui va porter sur 3 personnages, mais qui sera présenté différemment, mais qui touche aussi, donc il y en aura un sur les Amazones de l'ancien empire du Dahomey, une sur la reine Kassa du Mali, qui a vécu au XIVe siècle, et une sur la reine Dateyala du Sénégal, qui était une résistante à la colonisation française. Donc, ce sera des livres pour enfants illustrés, et donc je raconte un peu l'histoire de ces personnages avec tout le contexte autour pour permettre à nos enfants de comprendre notre histoire et pourquoi aujourd'hui nous devons nous battre pour retrouver la considération que nos ancêtres avaient. Voilà. Alors, en principe, je vous prendrai en interview quand ça sortira. Sur le marché pour le mois de mai-juin. Mai-juin, d'accord. En train de travailler avec l'illustrateur sur j'aurai, parce que c'est ce qu'il faut maintenant que nos enfants lisent. Il y a beaucoup de parents qui m'ont demandé ça. Donc oui. Pour ça que je l'ai fait. Je suis d'accord avec vous, parce que bon, à l'école, ils vont apprendre l'histoire classique, mais à la maison, comme pour l'instant, nous n'avons pas encore nos écoles noires à nous, comme nous n'avons pas ça, c'est à nous, en fait, encore les mamans, de faire ce travail-là. Voilà. De faire ce travail-là, et même les contes, vous êtes historienne, mais même les contes pour enfants, quand on voit par exemple les dessins animés aujourd'hui, ou quand la princesse est maudite, elle devient noire. Exactement. Oui. Donc nos enfants voient ça. La malédiction, c'est être noire. Bien sûr. Oui. Mais voilà, nous n'avons pas nos trucs à nous, donc évidemment, c'est ce qu'on regarde. Donc voilà. Donc nos enfants grandissent avec ça, donc c'est très difficile. Moi, je suis contente de vous avoir rencontré. Finalement, j'ai eu une bonne journée.
J'étais irritée et ça a été bien. Non, j'ai voulu quand même me connecter. J'ai dit, je suis très en retard, mais tant pis, je vais au moins saluer les sœurs qui sont là et pour montrer qu'on est tout ensemble. Voilà, donc je suis contente aussi. Je suis contente. Mais là, vous allez voir, voilà. Pardon. Oui. Allons-y. Je pars en RDC au mois de mars. Oui. Et donc, je serai très fière de venir avec mon livre, leur expliquer qu'elles doivent connaître leur histoire. Alors, je n'aurais pas envie qu'on me dise que tu viens de l'Europe, tu es une blanche. Je m'en fous. L'histoire. Ah oui, c'est vrai, il faut leur apprendre ça aussi. Hein. Il faut leur apprendre. On n'a pas de leçons à nous donner parce que l'histoire, nos ancêtres, l'Afrique est le continent le plus anciennement peuplé et tout si on rappelait aux hommes, à l'humanité, toutes les réalisations de nos ancêtres, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut se battre pour faire connaître tout ça. Tout ça. Et les hommes qui viennent vous dire tu fais la blanche parce que tu veux qu'on te respecte, je dis non, pas du tout. Au contraire, c'est nous qui avons appris aux blancs à faire justement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et j'ai été ravie. Et bonne continuation. Merci à tout le monde. Au revoir. On s'organise.
on a pris petit peu. Le bon on l'a pris hier soir. On entend des vents pleurer. Dans les cocos de fin noir. On entend la brise planière. Des ondes de pied l'automnière. On entend nous les gars cassés hier soir. On entend l'orage craquer. Fait mon petit paillot trembler. Mon voisin clapé frappé. À travers mon carreau vide cassé. Des hommes et d'hommes hurlés. Trop peur pour l'y aboyer. Quand on est gars j'avais cassé hier soir. Quand même météo est annoncé. Ou pas tu veux mouler écouter. Tu as le fait ou imprudent. Et nous n'a pris de mauvais temps. La présent ou à péclairer. Ou petit les cœurs et tout trempé. On entend son sourire trafiquer. Depuis mon côté de mon voisin. On entend les bombes souffler. Depuis la ouette, mi s'est éteint. On entend sourire crier dans la cuisine grand matin. Quand on est gâté avec cassé hier soir. Quand même météo est annoncé. Ou pas tu veux mouler écouter. Tu as le fait ou imprudent. Et nous n'a pris de mauvais temps. La présent ou à éclairer. Ou petit les cœurs et tout trempé.